Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet événement présenté par le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences ainsi que la chaire Jean-Bourquette sur le soutien social des personnes endeuillées. Je suis Amira Amrad, conseillère aux relations avec les diplômés et avant de vous présenter Nathalie Vian, qui a généreusement accepté d'animer l'événement d'aujourd'hui, je tenais à vous informer que notre invitée Mélanie Vachon ne sera malheureusement pas parmi nous ce midi car elle a une extinction de voix complète. Je lui souhaite d'ailleurs un très bon rétablissement. Mélanie Vachon sera remplacée aujourd'hui par Déborah Hummel, qui travaille également sur le projet J'accompagne, penser et repenser la fin de vie et le deuil à l'heure de la pandémie de COVID-19. Maintenant, sans plus attendre, je vous présente notre animatrice, Nathalie Vian. Vous êtes travailleuse sociale, formatrice et coordonnatrice des formations Jean-Bourquette sur le deuil. Vous êtes membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Vous êtes titulaire d'une majeure en études théologiques, d'un certificat en action communautaire ainsi que d'une maîtrise en service social de l'UDM. Formée à l'approche de Jean Bourquette, vous vous adjointe à la maison Montbourquette en 2007. Vous avez également été formatrice et responsable du développement des contenus de formation dès la création du centre de formation Montbourquette en 2010. À l'automne 2018, vous vous adjointe à l'équipe de Praxis, centre de développement professionnel de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, afin de poursuivre et de faire rayonner la mission des formations Montbourquette sur le deuil. Vous êtes également l'auteur du guide pour les personnes endeuillées en période de pandémie paru en 2020. D'ailleurs, on vient de partager le lien vers ce guide dans le fil de discussion. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'animer l'événement d'aujourd'hui. Merci. Avant de vous céder la parole, je m'adresse aux chers membres du public que je remercie d'ailleurs d'être avec nous ce midi. Veuillez noter que vous pouvez acheminer vos questions tout au long de l'événement en utilisant le bouton questions-réponses situé dans le bas de votre écran. Nos invités tenteront de répondre à un maximum de questions dans la deuxième partie de cette conférence. Maintenant, sans plus attendre, Nathalie, je vous redonne la parole et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence. Bonjour tout le monde. Merci Amira. Je suis très heureuse d'animer la rencontre d'aujourd'hui et il me fait plaisir de vous présenter nos trois experts invités avec qui j'aurai la chance de m'entretenir durant la prochaine heure. D'autant plus que ce matin avait lieu le lancement du nouveau plan stratégique pour les 10 prochaines années à l'Université de Montréal par le recteur et son équipe. Et j'ai été enchantée de constater qu'à l'intérieur même de l'énoncé de mission, il y avait cette idée qu'en plus d'évidemment viser l'excellence, de viser la transmission des savoirs, l'université veut aussi accompagner la société dans une perspective de bien commun. Et c'est exactement cette même perspective qu'ambitionne la chaire Jean Bourquette, de contribuer à ce que notre société retrouve la sagesse de vivre ses deuils, pour le bien individuel des personnes endeuillées, bien sûr, et aussi pour le bien de toute notre collectivité. Pour travailler avec les endeuillés depuis plusieurs années, je dirais que la grande leçon du deuil et des endeuillés, c'est de nous rappeler combien la vie est précieuse et que nous devons mettre toute notre passion et nos talents pour qu'elle soit vécue avec qualité pour tout le monde. Alors, merci au Réseau des diplômés d'avoir organisé cet événement qui contribue à faire reculer le tabou social sur la mort et le deuil. Alors, je vous présente maintenant nos trois invités. Tout d'abord, Jean-Marc Barrault, vous avez obtenu une maîtrise et un doctorat en théologie à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, vous êtes professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses et le nouveau titulaire de la chaire Jean Bourquette sur le soutien social des personnes endeuillées. Cette chaire vise à devenir un acteur incontournable de la formation et de la recherche en matière de soutien social pour les personnes endeuillées. D'ailleurs, je tiens à saluer les deux fondateurs de la chaire, Mme Lisette Jean et M. Gérard Veilleux, président de la Fondation Jean Bourquette, qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Au nom du réseau des diplômés, des donateurs de l'Université de Montréal et de la Faculté des arts et des sciences, je vous remercie de votre soutien indéfectible et de la vision dont vous avez fait preuve en permettant la création de cette chaire.
Jean-Marc, vous êtes également chercheur permanent au Centre de recherche sur les religions et les spiritualités de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et chercheur permanent au Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Après avoir créé à l'Université de Montréal en juin 2020 le Fonds de recherche sur l'accompagnement des personnes endeuillées en période de pandémie, Jean-Marc, vous avez développé plusieurs projets de recherche sur le sujet du deuil, notamment dans le cadre d'une étroite collaboration avec la Corporation des thanatologues du Québec. Jean-Marc, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Nathalie, bonjour à toutes celles et ceux qui sont là, je sais nombreux. Ravi de passer ce temps avec vous. Je partage la gratitude que tu as exprimée à l'égard de toutes celles et ceux qui ont initié cette chaire, Jean Montbourquette, sur le soutien social des personnes endeuillées, et celles et ceux qui contribuent aujourd'hui et demain à la rendre pérenne et j'allais dire à la faire toujours plus rayonner. Et Nathalie, vous êtes un acteur absolument indispensable dans cette réalité-là. Soyez-en remerciés. J'en profite d'ailleurs pour inviter toutes celles et ceux qui le souhaiteraient. La publicité sur le site de la chaire. Nous organisons, dans le cadre de la chaire, un colloque le 19 et 20 mai 2022 avec des conférenciers, des tables rondes, différentes dynamiques qui feront 2 jours de réflexion sur cette question essentielle du deuil. Puis je voudrais peut-être exprimer à toutes celles et ceux qui, durant cette période difficile de pandémie, mais aussi avant et peut-être maintenant, ont vécu d'une manière plus ou moins directe des deuils. Le deuil est quelque chose de délicat, de difficile, qui doit être sur du long terme accompagné. Et donc, pour vous exprimer notre soutien, je dirais même notre compassion, je voudrais lire du livre qui est un best-seller de monsieur Jean Montbourquette, Aimer, perdre et grandir, quelques phrases simplement, comme s'il s'adressait à vous, d'une certaine manière, et qu'il vous disait, je voudrais soutenir ton espoir de guérir et de grandir à l'aide de témoignages de personnes qui ont réussi leur deuil. De plus, je t'offre des suggestions et des conseils, faisant fi de la maxime qui veut que le bon conseiller ne doit pas donner de conseils. Puisse la chaleur de ma présence, dit-il, te faire oublier que je suis en train de te conseiller. Merci Jean-Marc. De votre côté, Déborah Hummel, vous êtes professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes détentrice d'une maîtrise en psychologie de la santé de l'Université de Lausanne en Suisse et d'un doctorat en psychologie clinique de l'Université de Montréal. Vous avez travaillé comme clinicienne en médecine familiale et en soins palliatifs au Centre universitaire de santé McGill avant de rejoindre l'Université de Sherbrooke en 2017. Vos travaux de recherche portent notamment sur les pratiques de fin de vie, de deuil, l'accompagnement et l'expérience de la maladie. Déborah, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être avec vous pour discuter ce midi. Bienvenue. Nous avons aussi avec nous Pascale Milot. Vous êtes candidate au doctorat de recherche-création à l'Université de Montréal sous la direction de Catherine Mavrikakis et Maïté Snauer. Vous travaillez sur les récits de deuil de la mère par leur fille écrivaine. Vous êtes lauréate d'une bourse doctorale du Conseil de recherche en sciences humaines et du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, ainsi que de la bourse Jean Montbourquette récompensant les recherches sur le deuil. Vous enseignez la littérature au Cégep Édouard-Montpetit et vous êtes coordonnatrice scientifique de la chaire McConnell, Université de Montréal, en recherche-création sur les récits du don et de la vie en contexte de soins. Auparavant, vous avez mené une carrière de journaliste récompensée par plusieurs prix d'excellence. Pascale, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. C'est un grand plaisir aussi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais aussi en profiter pour remercier la Fondation Jean Montbourquette qui, avec la bourse doctorale qu'ils m'ont accordée l'année dernière, m'apporte un très, très précieux soutien dans mes recherches. Merci. Alors, j'irai déjà avec, sans plus tarder, débuter la conversation avec Jean-Marc. Donc, souvent, nous allons entendre s'en aller, partir, disparaître. On esquive souvent le mot de la mort en utilisant des images. Pourquoi cette réalité universellement partagée est-elle si difficile à mettre en mots, selon vous?
Ouais, c'est une grande question, Nathalie, que nous nous posons chacune, chacun. Je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent se la posent en différentes occasions. Montaigne disait quelque chose d'intéressant. Il disait, la mort ne se sent que par le discours, d'autant que c'est le mouvement d'un instant. Ça veut dire qu'en fait, la problématique de la mort est moins du côté de celles et ceux qui la vivent que du côté de celles et ceux qui vont vivre un deuil et qui appellent un accompagnement de cette situation de deuil. Dans Totalité et Infini, Lévinas dit par rapport à ça, mais que devient le mourant? Et on pourrait dire, si nous personnalisions la chose, que devient mon mourant? Que devient mon ami? Que devient mon conjoint, ma conjointe, mon frère et ma sœur? Donc, cette question, en fait, de la mort est tellement sensible qu'il y a effectivement différentes postures, on pourrait dire paradigmes de la société pour survivre à cette épée Damoclès qui est la mort. On connaît tous le livre excellent de Céline Lafontaine qui s'appelle Société post-mortelle, dans laquelle elle montre les différents facteurs systémiques qui laissent croire qu'il peut y avoir des cultures qui ont raison de la mort et que la mort, d'une certaine manière, n'existe plus, ou que nous avons eu raison d'elle. Mais il y a des positions intermédiaires et peut-être plus délicates, ou tout autant délicates. C'est celles et ceux qui ont conscience que la mort est là, qu'elle peut frapper n'importe quand, et qui y répondent en fait par une sorte de fuite en avant, de travail invétéré, sans être trop long. Je me souviens avoir accompagné une personne qui est décédée. Sa fille tardait à arriver alors que la maman était décédée. Et quand la fille est arrivée, elle s'est écroulée sur le lit de la dépouille de la maman en disant « foutu travail qui m'a enlevé ma mère ». Elle n'avait pas eu le temps d'accompagner sa maman. Donc c'est vrai que notre société nous laisse fuir en avant pour pas faire front à cette réalité qui pourtant s'impose à nous. Et puis peut-être une autre attitude, c'est vouloir la maîtriser, la mort. Et je rentrerai pas dans le détail, mais il y a des lois, il y a des postures. Je fais allusion par exemple ici aux directives médicales anticipées, dans lesquelles les médias s'arrêtent longuement ces dernières semaines, qui essaient en fait de gérer et de maîtriser la question de la mort. Alors tout cela, Nathalie, me semble-t-il, mais vous le savez autant que moi, sinon plus, mais ça nous invite à vraiment plonger dans une science qui est la science de l'accompagnement des personnes endeuillées, pour les arracher à cette paralysie de cette peur de la mort qui néanmoins est tout à fait compréhensible. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et maintenant, Pascal, la mort et le deuil ont été au centre de l'actualité depuis le début de la pandémie. Est-ce que notre sensibilité à leur sujet a évolué, selon vous? Écoutez, moi, je suis une littéraire, donc je ne prétends pas avoir toutes ces réponses, mais ce que j'ai constaté, effectivement, c'est que dans nos sociétés de consommation qui valorisent la jeunesse, l'image d'un corps en santé, l'entraînement intensif, la performance, la mort, tout comme la vieillesse d'ailleurs qui la précède, est souvent cachée, voire niée. Disons que souvent, on préfère ne pas trop en parler, ne pas trop la voir. C'est presque un lieu commun, ce que je dis là, en fait. Or, on l'a vu avec la pandémie, la pandémie ne nous a pas laissé le choix. Pour la première fois, il me semble, dans nos sociétés privilégiées où nous avons accès à un système de santé performant, à de la nourriture à profusion, à de l'eau potable à peu près partout. Pour la première fois, donc, la mort s'est mise à frapper en si grand nombre qu'il n'a plus été possible de la cacher complètement. Et on a tous assisté, un peu ébahis, surtout pendant la première vague, vous vous en souvenez tous, à ces défilés à la télé de cercueils devant les CHSLD, par exemple. Cercueils dont on ne savait plus que faire tant les morgues ne suffisaient plus à la tâche. Ainsi, je ne sais pas si la pandémie a changé à long terme notre regard sur la mort et sur la vieillesse, qui pour moi est intrinsèquement relié en fait. À vrai dire, j'en doute un peu, mais disons qu'elle l'a changé un moment en tout cas. Et je dirais que voir les gens mourir en si grand nombre
nous a peut-être rendus plus vulnérables. Je dis ça comme quelque chose d'extrêmement positif, puisque mon cadre théorique dans le cadre de mes recherches, c'est l'éthique du care, qui soutient que la vulnérabilité n'est pas un état provisoire ou ponctuel, mais qu'elle est en fait constitutive de l'être humain et qu'elle gagnerait bien plus à être cultivée plutôt que balayée sous le tapis. Ainsi, j'ai l'impression qu'en nous mettant face à notre vulnérabilité, la mort, indiscutablement, nous rend plus empathiques, plus ouverts, peut-être plus humains au fond. Cela dit, pour faire suite à ce que disait M. Barrault, il n'y a rien de facile, je crois, à regarder la mort en face, à en parler, à la montrer, à la voir. Ce n'est pas pour rien qu'on en parle si peu. Car d'une part, je pense que la mort fait peur parce qu'elle relève de l'inconnu. Albert Camus soutenait par exemple que la mort ne pouvait être appréhendée car personne ne peut en faire l'expérience directe. La mort est synonyme d'absence et entraîne ce que un autre penseur, Jacques Derrida, dans Chaque fois unique, la fin du monde, décrivait comme une aporie du langage, c'est-à-dire une sorte de sidération langagière qui risque d'entraîner en fait un silence, je le cite, qui l'emporte sur tout. Et c'est là, je crois, peut-être que la littérature peut être d'un grand secours, parce que la littérature, par la réélaboration des affects si intenses créés par la mort des autres, de nos proches, et l'anticipation de sa propre mort, donc la littérature, je crois, permet de rompre ce silence. Mais j'anticipe sur la suite et j'y reviendrai. Merci beaucoup, Pascal. Déborah, il y a plus de 11 500 personnes qui ont perdu la vie au Québec en raison de la COVID-19. Est-ce que les personnes endeuillées, selon vous, à cause ou durant la pandémie, vivent leur deuil différemment? Quelles sont les particularités de ce deuil pandémique? Effectivement, chez les endeuillés que nous avons rencontrés dans le cadre de notre projet, ce que les endeuillés nous ont dit, c'est qu'ils se trouvaient pris dans un deuil qui a du mal à s'entamer, avec l'impression d'être dans un entre-deux nébuleux, dans un deuil qui serait davantage banalisé et non reconnu. Et ce que les endeuillés nous disent, c'est que, dans le fond, ils considèrent que leur deuil est différent. Ils font une différence entre ce deuil-là et d'autres deuils qu'ils auraient vécu par le passé, mais ils ne le considèrent pas d'emblée pathologique. Je pense qu'il y a un danger à dire que d'emblée, le deuil qui survient en pandémie est nécessairement pathologique. En fait, ce qui est différent, surtout, c'est toute la trajectoire qui précède le deuil. Habituellement, quand on a un décès prévisible, on a d'abord une trajectoire, un parcours de proche aidance où éventuellement on va pouvoir aller rendre visite à notre proche qui est malade, on va pouvoir prodiguer des soins, on va pouvoir passer certains moments avec. Puis à un moment donné va s'ouvrir éventuellement ce qu'on appelle la fenêtre temporelle du mourir. C'est là où tout d'un coup on sait que ça s'en vient. OK, il reste peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques heures. Mais cette fenêtre temporelle-là, souvent, c'est l'occasion de dire un dernier au revoir, de régler certaines affaires, c'est ça, d'avoir un moment qui est comme hors du temps. S'ensuit le décès, puis après ça, enchaîne avec le deuil. Ce qui se passe dans la pandémie, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on a pu observer une rupture dans le parcours d'approche-aidance. Rappelez-vous, dans la première vague, je pense que c'était le 14 mars 2020, si je me rappelle bien, le premier ministre coupe l'accès aux CHSLD et aux résidences pour les proches aidants. Les proches aidants se retrouvent sans nouvelles, sans possibilité d'aller offrir des soins à leurs proches. Ça a été extrêmement difficile à vivre pour les proches qui se sont mis à vivre beaucoup d'inquiétudes, qui se sont mis à ne plus avoir de nouvelles. Ça a été extrêmement difficile. Autre élément lié à la COVID, c'est le rétrécissement, voire la fermeture de cette fenêtre temporelle du mourir dont je parlais particulièrement parce que, surtout pour les personnes âgées, le déclin associé à la COVID est arrivé souvent extrêmement rapidement. Il y a plusieurs personnes qui nous racontaient que le matin même, ils avaient parlé à leurs parents, par exemple, au téléphone. Le soir, il était décédé. Fait que ça rétrécit cette fenêtre temporelle du mourir. Non seulement on n'avait pas la possibilité d'aller sur place pour prodiguer des soins et vivre ce moment-là, mais même si on avait pu l'avoir, le temps passait tellement vite que ça n'a pas nécessairement pu avoir lieu. Donc, le décès s'est souvent retrouvé comme étant soudain, sans témoin, vécu comme une onde de choc, ce qui fait qu'on peut voir que tous ces éléments-là, le deuil va être vécu différemment. Surtout que
Encore une fois, ça va dépendre du moment dans lequel ça s'est déroulé, mais on a eu des rituels qui ont été au rythme des mesures de santé publique, avec une absence, parfois un décalage, voire une impossibilité d'avoir un rituel. Donc là, on se voit coupé de la possibilité d'honorer, de commémorer, de donner un sens à la perte. On est privé de la reconnaissance aussi sociale qui est associée à la perte. Et que c'est différents éléments qui montrent que, non qu'il soit pathologique nécessairement, ce deuil pandémique, mais il a une nature, une caractéristique qui est différente du fait qu'il se situe dans un contexte social, historique et politique qui est particulier. Merci, Déborah. D'ailleurs, sur ce sujet, Jean-Marc, vous avez mené une recherche à la demande de la Corporation des thanatologues du Québec qui a révélé que les mesures sanitaires ont accentué la complexité du deuil des familles endeuillées. Vous prétendez que 90% des personnes qui ont perdu un proche durant la pandémie n'ont pas pu faire leur deuil. Qu'est-ce que ce pourcentage nous dit exactement du processus de deuil en temps normal et aussi de l'impact des conditions sanitaires dictées durant la pandémie sur la complexité du deuil et sur sa résolution? Est-ce qu'il y a un lien entre le report des rites et des funérailles et l'expérience du deuil? Oui, merci Nathalie pour cette question. Je souris parce que le 90% qui a été relégué dans de nombreux médias a fait réagir à juste titre, parce que Déborah vient très bien de le dire, le deuil se réalise tel un processus. Donc que nous soyons en période de pandémie ou en dehors de pandémie, c'est normal quand on fait un questionnaire, qu'on questionne des familles endeuillées, de dire ben oui, j'ai pas fait mon deuil. Le deuil est un processus, il y a différentes manières de le systématiser, mais ça nous invite, je crois, à une distinction que j'aime beaucoup, qui est la distinction entre le travail du deuil et le travail de deuil. Le travail du deuil, qui est une vision plus psychanalytique, si vous voulez, du rapport au deuil, consisterait à dire en fait que c'est le deuil qui a raison de la personne et qui, comme un crabe à l'intérieur de soi, le gruge, l'interpelle, peut-être va même en avoir raison. Donc ce serait le deuil qui prévaudrait sur la réalité de la personne endeuillée. Alors que dans l'héritage de Jean Montbourquette, je pense qu'on est plus dans un paradigme de non pas de travail du deuil, mais de travail de deuil, c'est-à-dire dans un accompagnement auprès de ces 90% des personnes qui n'ont pas fait de deuil, que ce soit en pandémie ou pas, eh bien, il est nécessaire de les accompagner avec des éléments que l'on peut considérer constitutifs de l'accompagnement. Et là encore, Nathalie, vous l'enseignez par praxis, la formation permanente, vous le savez autant que moi. J'en nommerai 3 qui sont en filigrane de ce qui a été dit auparavant. Mais le premier, c'est l'accompagnement que je crois devoir être interdisciplinaire. C'est-à-dire le deuil, de par ce qu'il est structurellement, vient toucher chez la personne humaine pas que son psychisme, pas que sa psychologie, pas que son affectif, c'est son rapport au sens, donc ça touche la spiritualité, c'est son rapport à la société, c'est donc tout le travailleur social qui est interpellé. Donc je pense, et ça on en parle souvent, Nathalie, mais je pense que c'est vraiment un appel pour notre chaire de recherche sur le deuil, mais aussi en collaboration avec les autres universités, à réfléchir à l'interdisciplinarité dans l'accompagnement des personnes endeuillées. Puis ça, pratiquement parlant comme théoriquement parlant, c'est pas si facile que ça à régler, mais c'est une vraie question. La deuxième, Déborah y faisait allusion avec beaucoup de justesse, c'est la question effectivement des rituels. Mon petit côté philosophe fait que quand je regarde les rituels en philosophie, je vous passerai les détails ou je répondrai à vos questions ultérieurement si vous souhaitez, mais pour qu'un rituel soit vraiment performatif, c'est-à-dire efficace par rapport à la personne endeuillée, il y a 3 éléments. Le premier élément, philosophiquement parlant, c'est la temporalité. Qu'est-ce que fait le rituel? Il permet à la personne endeuillée de s'inscrire dans un temps et donc de se situer par rapport à la personne décédée dans le temps. Et ça, c'est thérapeutique sur le plan de l'accompagnement. Deuxième aspect, c'est le lieu. J'ai pas besoin de vous dire que il est normal pour certaines personnes, la plupart, et les anthropologues le soulignent largement, il est normal d'avoir besoin de se retrouver à des dates précises,
donc ça c'est le temps, mais à des lieux précis pour en fait continuer ce processus de deuil. Et enfin, le troisième élément philosophique qui rend justice au rituel, c'est effectivement la question de la relation à la personne. Le rituel, symboliquement, métaphysiquement, on pourrait rentrer dans les détails, c'est pas le lieu aujourd'hui, mais le rituel met en relation la personne endeuillée avec celle qu'elle a perdue, qui est l'objet ou la cause de son deuil. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième que je voudrais avancer, qui était très cher aussi à Jean Bourquette, c'est la dimension de la communauté humaine. Peut-on faire un deuil sans une communauté humaine, sans une famille? Donc, voyez, pour répondre spécifiquement à votre question, Nathalie, je ne veux pas être trop bavard, mais ce qu'a fait la pandémie, elle n'a pas souligné le fait que c'était normal d'accompagner un deuil et que le deuil était un processus qui se résolvait sur 1, 2, 3 ans et des fois plus. Il y a des philosophes qui disent que un deuil n'est jamais terminé parce que la relation à l'autre est toujours suspendue et bon, d'un autre ordre. Mais bon, ce qu'a fait la pandémie, c'est qu'elle a révélé en creux, donc vraiment par en bas, ce qui était nécessaire pour l'accompagnement du deuil. Et c'est les 3 points, on pourrait en rajouter, que j'ai apporté, celui de l'accompagnement, celui des rituels et celui de la présence de la communauté humaine. Sans être trop long, moi j'ai inventé, sans arrogance aucune, mais un concept que j'ai voulu appeler le deuil reporté. Alors au début, on m'a dit, c'est pas dans le DMT5, c'est pas dans la Bible scientifique sur le sujet, mais j'ai maintenu mon concept et ma vision. Pourquoi? Parce que je considère que par rapport au deuil suspendu, le deuil reporté a un certain rapport à la temporalité. Le deuil suspendu s'affranchit de la temporalité. Alors que le deuil reporté dit, écoutez, et c'est ce que disait très bien Déborah tout à l'heure, je suis en suspension de deuil parce que j'ai pas pu le commencer à telle période. Mais j'attends la période adéquate pour pouvoir l'amorcer et pour pouvoir le réaliser le temps qu'il le faudra. Donc ça aussi, c'est un sujet qui m'est cher et que je soumets à la critique des scientifiques et des praticiens. Et je crois que le deuil reporté touche notre société au Québec et qu'un nombre important de personnes sont encore en suspension de deuil parce qu'ils n'ont pas eu de rituel, parce qu'ils n'ont pas eu d'accompagnement, parce que la communauté humaine a été d'une certaine manière atomisée par la violence de cette pandémie. Intéressant, merci Jean-Marc. Le projet J'accompagne est une initiative créative pour soutenir les proches aidants et endeuillés en temps de pandémie. Déborah, pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, avec plaisir. En fait, ancré dans le modèle des communautés compatissantes qui postulent que les questions relatives à la fin de vie et au deuil sont de véritables enjeux de santé publique. Le projet J'accompagne, en fait, c'est un projet de recherche-action participative qui a plusieurs objectifs. On a d'abord un premier objectif plus scientifique, là, si on veut, qui vise à mieux comprendre puis à décrire ce que c'est ce que nous avons appelé le deuil pandémique. Mais on poursuit également des objectifs comme de briser l'isolement des personnes qui ont perdu un être cher pendant la pandémie en créant une communauté virtuelle de soutien. Et on souhaite aussi sensibiliser la population générale aux enjeux d'accompagnement et de deuil plus spécifiquement en contexte de pandémie, mais Pascal le présentait très bien dans son intervention précédente, à quel point on vit dans une société où la mort, c'est pas la mort, le deuil, la fin de vie, ce sont pas des éléments qu'on va mettre spontanément à l'avant-scène. Donc, nous, c'était quelque chose qui nous préoccupait. Plus concrètement, dans le cadre du projet, nous avons offert aux personnes endeuillées un espace de mise en récit dans lequel elles ont eu la possibilité de raconter leur histoire de proche aidance et le début de leur trajectoire de deuil via un espace qui était co-construit, donc entre Mélanie Vachon et moi-même et les personnes endeuillées. Ce qui nous a le plus surpris, c'est de constater à quel point cet espace de mise en récit a été apprécié et considéré comme soulageant et qui répondait particulièrement bien aux particularités du deuil pandémique.
Souvent, les personnes nous disaient, c'est la première fois que j'ai la chance de raconter mon histoire au complet. Une des particularités du deuil pandémique, c'est que souvent, ça se déroule pendant le confinement ou pendant la phase où on a une distance physique avec autrui. Donc, c'est ce manque de reconnaissance sociale, ben, ça pèse aussi sur la possibilité de se raconter, de raconter son histoire. Donc, dans un contexte dans lequel l'intégration de la perte est difficilement intégrable, la symbolisation via des modalités alternatives et notamment créatives de représentation de la perte, ça nous semble vraiment constituer une avenue prometteuse. Le volet participatif aussi du projet, ça a permis donc de créer un lieu de partage d'expériences qu'on peut voir comme un espace thérapeutique pour reconnaître la perte et la douleur qui est associée à cette perte, puis également d'unir et de développer un récit partagé de l'histoire de perte qui pourra être comprise et intégrée grâce au soutien collectif qu'on pouvait trouver dans la communauté virtuelle de soutien. Puis là, ça fait un petit peu le pont avec l'importance de la communauté dont Jean-Marc Barrault parlait juste précédemment. Enfin, si je prends encore quelques minutes pour juste dire les prochaines étapes du projet, dans les prochaines étapes, on travaille activement à préparer un événement commémoratif qui aura lieu pour les 2 ans, donc le 11 mars 2022. Il y aura notamment un court-métrage qui va présenter des témoignages de personnes endeuillées et aussi 3 mini-séries d'œuvres qui ont été justement inspirées du vécu des personnes endeuillées. Fait que l'importance pour nous de continuer à porter sur la place publique le vécu des personnes endeuillées puis l'importance de pouvoir les accompagner. Merci, Déborah. Pascal, dans votre thèse de doctorat en recherche-création, vous travaillez sur les récits de deuil de la mère par leur fille écrivaine. De quelle manière la narration aide-t-elle les personnes endeuillées dans leur processus de reconstruction? Je dirais, je suis pas certaine que la littérature soit thérapeutique en tant que telle. Hein. Je dirais plutôt, et là je vais citer une autrice, Myriam Waté-Delmotte, qui a publié un essai assez récemment qui s'intitule « Dépasser la mort, l'agir de la littérature », où elle dit « La littérature prend en charge des fonctions que la société néglige ou ignore, telles que dresser la stèle manquante des effacés de l'histoire, exprimer l'inavouable, apprivoiser sa propre mort. » Ce n'est en effet pas pour rien que depuis toujours et dans toutes les civilisations, depuis la Grèce antique jusqu'au Japon moderne, de Saint-Augustin ou Sophocle à Tolstoï ou Yasushi Inoue, la mort est au centre des grands textes littéraires. Comme si la littérature était un lieu où on pouvait dire et appréhender la mort, celle des proches et la sienne à venir peut-être. Je soutiendrais ainsi volontiers que la littérature est peut-être l'art de la mort, ce qu'on appelait jadis un ars moriendi. J'aborderai 2 volets de ce pouvoir de la littérature face à la mort, la lecture et l'écriture. D'abord, la lecture, puisque tout le monde n'écrit pas, mais tout le monde peut lire, je pense, ou presque, malheureusement. Donc, ce n'est pas un hasard si on a constaté pendant la pandémie une hausse des ventes de livres, un regain d'intérêt pour la littérature. Les libraires, d'ailleurs, sont parmi les rares qui n'ont pas souffert commercialement de la pandémie. Pourquoi? Sans doute parce que oui, pendant les crises, pendant les grandes souffrances, on éprouve le besoin de se tourner vers des textes littéraires, vers des fictions qui souvent disent mieux que n'importe quoi d'autre ces réalités qui nous dépassent. Pendant la pandémie, c'est La Peste de Camus qui a été vendue à des milliers d'exemplaires. Après les attentats du Bataclan à Paris, c'était Paris est une fête d'Ernest Hemingway. Et bien sûr, c'est vrai aussi pour les catastrophes intimes comme le deuil ou la maladie. Je crois donc que les récits de deuil, mais pas seulement, peuvent nous accompagner dans cette épreuve que tout le monde traverse. Deuxième volet sur lequel je voudrais peut-être insister, c'est l'écriture. Donc, dans ma thèse de doctorat, vous l'avez dit Nathalie, j'étudie en quoi faire un récit sur sa mère décédée ou en fin de vie peut aider la fille, je travaille sur des auteurs féminins, des autrices, à faire son deuil, si l'on considère que faire son deuil consiste à réélaborer la perte autrement, à aménager en soi un espace où l'autre est à la fois disparu et présent.
Ce sera en tout cas ma définition à moi de l'expression « faire son deuil ». Ainsi, dans les textes que j'étudie, le livre devient un espace parfois de réconciliation avant la mort quand c'est possible, parfois une manière de réaménager la relation, de la faire advenir dans le texte après la mort quand celle-ci n'a pas été toujours positive. Car s'il est vrai que les deuils les plus difficiles, dit-on, sont les deuils de ce qui n'a pas eu lieu avec la personne, écrire un récit peut parfois combler les trous de la relation, faire en sorte que ce qui n'a pas eu lieu, ce qui a été douloureux dans la relation, soit, par un travail littéraire, rejoué autrement. Évidemment, la littérature ne ressuscite pas les morts, ni ne répare totalement une relation déficitaire. Elle peut cependant permettre, je crois, c'est en tout cas ce qui se passe dans les récits que j'étudie, et dans une certaine manière dans celui que j'écris sur ma propre mère, une sorte d'apaisement et de renaissance de la fille sans sa mère ou sans la personne disparue. Comment se passe donc ce travail de deuil par l'écriture? Je dirais que pour écrire sur un être disparu, il faut d'abord faire appel à sa mémoire, ce qui déjà est un premier travail qui consiste à convoquer l'être disparu pour le rendre présent. Mais ce n'est pas tout, parce que l'élaboration littéraire du souvenir, et c'est là où peut-être où on se différencie de ce que Déborah a fait, c'est-à-dire que ce n'est pas du témoignage. La littérature nécessite une élaboration littéraire, donc du souvenir, de la mémoire de l'être disparu, et je crois que ça devient un deuxième travail qui va imposer la présence de l'autre. Ainsi, je crois que l'écriture, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, l'écriture est un véritable accompagnement dans la mesure où l'autre est véritablement présent dans l'écriture. Je terminerai là-dessus. Dans ma recherche, je convoque comme cadre théorique l'éthique du care. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure, théorisée initialement par la philosophe américaine Carol Gilligan. Et parmi les concepts phares de l'éthique du care, l'éthique du soin, qu'on traduit parfois par l'éthique du soin, plusieurs se prêtent particulièrement bien, je crois, au travail spécifique du deuil qui peut s'opérer par l'écriture. Il y a d'abord le concept de voix. Il s'agit ainsi de donner une voix à l'autre vulnérable, ici de redonner une voix à la personne disparue ou sur le point de disparaître. Il y a aussi le concept d'attention. Le care, le soin, demande une attention aiguë à l'autre, une écoute tendue à qui est l'autre, que cet autre soit encore parmi nous, mais dans un état de grande vulnérabilité ou en fin de vie, ou que cet autre soit disparu. Ainsi, je vais postuler dans mes recherches que l'espace du texte, le livre, peut agir comme un espace de care, un espace de soin du corps d'abord, puisqu'il y a dans ces récits de deuil de la mère une dimension du soin physique qui est largement détaillée dans les textes, comme si l'écriture permettait d'abolir la distance, puis un soin des mots et un soin aux mots qui, par ricochet, permet, je crois, de soigner son deuil. Merci Pascal. Alors Jean-Marc, rapidement avant d'aller à la période de questions, quelles ressources peuvent venir en aide aux personnes en deuil dans leur processus de résolution et surtout les aider à surmonter cette période difficile? Merci déjà à Pascal et à Déborah pour leur intervention. Il y a tellement d'éléments sur lesquels on aimerait discuter des heures et des heures. On a un colloque au mois de mai 22 organisé par la chaire, mais on va en faire un autre en 23 avec vous sur la narration et l'écriture. C'est vraiment des sujets qui, d'après moi, sont extrêmement importants. Je vous ai écouté, puis Nathalie, votre question, c'est sur les ressources. Et vous faisiez tout à l'heure en introduction allusion à Monsieur Veilleux, que je salue avec beaucoup de respect. Quand la chaire a été fondée en 2019, il a fait un discours qui d'ailleurs est disponible sur le site de la chaire Jean Bourquette, soutien social des endeuillés. Il a insisté sur un point qui me paraît j'allais dire, absolument capital, qui est la question de l'humanisation. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour notre université, pour notre chaire, pour les sujets que nous abordons. Comment, en fait, offrir des ressources si elles ne sont pas en amont, mais en aval aussi portées par un souci d'humanisation. Ce que vous faites très bien en formation continue, Nathalie. Donc, je voulais juste dire ça en termes d'introduction, mais c'est quand même peut-être un point assez central du fait que l'accompagnement du deuil a été jusqu'à une décennie majoritairement en fait encadré
par les religions, par les rituels, les funérailles, ça ne veut pas dire qu'elles étaient nécessairement humanisées, parce qu'un rituel est une chose, l'humanisation est une dynamique qui est autre chose, qui ne s'oppose pas, mais qui sont distinctes. Et ces rituels, pendant la pandémie, mais plus largement, sont un petit peu mis à l'écart ou revisités. Et il y a la grande question de l'humanisation qui, d'après moi, est transversale, mais qui s'impose à notre réflexion. Et je crois qu'en termes de ressources, pour répondre à votre question, Nathalie, je pense qu'on ne réfléchira pas jamais assez ensemble à cette question de l'humanisation dans l'accompagnement des endeuillés. Je vous dirais que je vais vous lire un tout petit passage, ce sera le dernier, de Jean Montbourquet dans ce best-seller Aimer, perdre et grandir, où on voit en fait dans ces quelques lignes transpirer l'humanisme de Jean Montbourquet. Il dit quand tu es en deuil, ne reste pas seul. Visite un ami, une amie. Fais-toi inviter à manger. Prévois comment tu pourrais te tenir plus occupé aux heures de solitude, comme les vendredis soirs ou les fins de semaine. Près de toi, tu peux toujours trouver des écoutants extraordinaires, tels que le propriétaire du dépanneur, une voisine sympathique, la femme de ménage, le facteur. Si tu cherches bien, tu rencontreras une sagouine pleine de sagesse. C'est du Jean Montbourquet extraordinaire, mais on voit qu'il y a ce réalisme, cet humanisme qui, oui, il y a des ressources qui sont là pour éviter la solitude quand le deuil est trop pesant. Je vous invite à aller voir sur le site de la chaire Jean Montbourquet, notamment dans la formation continue offerte par Praxi et organisée et portée par Nathalie Vien. Il y a en fait 4 types de séries. Il y a la série Montbourquet où il y est enseigné l'approche et la pédagogie Montbourquet. Comment approcher, comment développer une pédagogie face au deuil. Il y a une série sur le savoir professionnel. Il y a une série sur la mission citoyenne. Il y a une série sur les regards scientifiques. Et avec Nathalie, dans la chaire, on a vraiment cette vision commune, à savoir que, oui, d'un côté, il y a le titulaire avec un aspect plus théorique, de l'autre côté, il y a une formation plus permanente, continue. Mais en fait, vu le sujet, la matière sur laquelle on réfléchit, dont la question de l'humanisation, il y a une circularité, il y a vraiment une formation que l'on porte ensemble et que l'on réfléchit ensemble. Je terminerai simplement en disant que se former, c'est rentrer dans ce que la philosophie appelle la téléologie. Pas la théologie, la téléologie, qui est la science de la finalité. Et je crois que les endeuillés ont besoin de comprendre, de répondre à la question « pourquoi ?» Et c'est ça, la nécessité de la formation, c'est d'accueillir, d'humaniser et d'essayer de trouver un sens éventuellement à ce qui n'en a pas nécessairement. Et puis, permettez-moi de dire que le colloque 19 et 20 mai 2022 sera un lieu de formation. Nathalie animera une table ronde le 2e jour. Géraldine Mossière, qui est une anthropologue, le 1er jour. Il y aura 4 conférenciers. Je vous invite chaleureusement à y participer. Et sur le site, nous y donnerons des informations les semaines et mois à venir. Merci Jean-Marc. J'en profite pour mentionner aux auditeurs et aux auditrices qu'il y a aussi dans la conversation le lien sur le répertoire de ressources en suivi de deuil au Québec qui est sur le site de la chaire Montbourquet. Puis Nathalie, il y a aussi un téléphone. Oui. Moi, je suis souvent contactée. Il y a un téléphone sur le site où les gens peuvent téléphoner s'ils sont en détresse. Tout à fait, la ligne 1-888 le deuil, donc que vous allez retrouver dans la discussion. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions du public. Pendant que nos 3 invités d'aujourd'hui se préparent à répondre aux questions, je vous rappelle que vous pouvez les transmettre en utilisant le bouton « Questions-réponses » situé au bas de votre écran. Nous tenterons de répondre à un maximum de questions au cours des prochaines minutes qui nous restent. Et j'ai déjà une première question. Question de la part de Cédric Henry. Y a-t-il eu des études réalisées sur l'impact de ne pas assister aux derniers instants d'un proche, notamment à cause des restrictions sanitaires? Est-ce que cela peut empêcher le processus de deuil? Je pense aussi au fait de ne pas pouvoir assister aux funérailles d'un proche. Alors, j'aurais envie de... Quel panéliste veut prendre la balle au bon?
Mais c'est le cœur de l'étude de la Ah, corporation. C'est le oui, cœur de Jean-Marc. l'étude. Ouais, c'est vraiment le cœur de l'étude de la corporation des thanatologues. Et toutes ces familles interrogées dans une méthode qualitative ont dit en fait, je vous le disais tout à l'heure, 90%, mais elles le justifiaient par le fait que elles n'avaient même pas vu la dépouille. Elles n'avaient même pas vu. Vous savez que les normes sanitaires du gouvernement étaient extrêmement prudentes, qui fait que quand il y avait un moindre doute qu'il y ait éventuellement la Covid, les personnes étaient incinérées de suite, sans que la famille n'ait le temps de voir la dépouille. Et ça montre l'importance, bien sûr, des rituels, mais du voir, de l'humanisation de l'accompagnement du deuil. Et beaucoup de personnes sont dans une position encore aujourd'hui de deuil suspendu ou de deuil reporté, parce qu'il n'y a pas eu ce réalisme nécessaire à l'accomplissement du deuil, au processus du deuil. Merci, Jean-Marc. Nous avons une deuxième question de la part d'Alice Lauzin. Ces deuils qui ont été encore plus difficiles à cause de la pandémie risquent-ils d'entraîner des conséquences psychologiques à long terme? Ben, je peux essayer. Déborah, avez-vous Oui, je peux essayer de répondre. Là. J'ai pas de boule de cristal. Là. Je peux seulement dire qu'on va malheureusement le voir à l'usage, mais c'est possible. C'est possible que ça amène des complications dans le deuil. Là. Les différents éléments, c'est comme si on rajoute des défis le long de la route. Ben oui, la route peut être difficile. L'autre élément qui me fait pencher là-dessus, c'est que dans cette voie-là, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas vécu de deuil. Mais juste le fait de vivre en confinement, ce qu'on peut voir dans les études, c'est qu'il y a une augmentation de la détresse puis qu'il y a des enjeux de santé mentale qui sont importants pour des personnes qui ont, en guillemets, simplement vécu le confinement puis la pandémie. Donc, si on rajoute des difficultés de deuil dans un contexte de pandémie, oui, il y a une possibilité que ce soit plus difficile. En même temps, c'est pas une loi directe à mon avis. On voit aussi que les personnes sont pleines de résilience. L'être humain est plein de force, une belle créativité. Il y a eu des choses magnifiques aussi qui se sont passées pendant la pandémie. Il y a eu des rituels qui se sont faits de façon virtuelle, qui ont amené différents avantages que peut-être les rituels traditionnels n'avaient pas. En tout cas, je suis pas du tout prête à dire que c'est quelque chose d'inexorable, mais que oui, il y a possiblement un risque un peu plus grand, mais pas pour tout le monde, puis pas dans toutes les circonstances. Une réponse de psychologue, là, ça dépend. Merci, Déborah. Alors, pour vous, Pascal, une question de Karel Robin. Peut-on dire que la littérature est un antidote anxiolytique, presque psychanalytique, qui permet de faire le deuil de sa propre vie? Ouh! Grosse question. Je ne sais pas, j'ai toujours un peu de mal quand même à dire que la littérature est thérapeutique. Hein. La littérature n'est ni un psychologue, ni un prêtre. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que les prêtres soient thérapeutiques non plus pour d'autres raisons, mais je trouve que anxiolytique sans doute. Hein. En tout cas, moi, ça me calme beaucoup, ça me permet d'être beaucoup plus relax. Sinon, vous ne m'endureriez pas si je ne lisais pas. Mais je ne sais pas trop quoi répondre. J'aurais tendance à penser que pour certaines personnes, sans doute que oui, il y a des études en tout cas qui ont été faites, peut-être pas sur le deuil, mais sur, par exemple, des gens qui ont le cancer ou des gens qui ont des troubles d'anxiété et sur l'effet, en fait, de la lecture et de l'écriture sur leur état. Donc j'aurais, voilà, ce serait ma réponse. Merci. Une question de la part de Karine Gagnon. Existe-t-il des références cliniques pour aider une cliente qui vit une succession de deuils complexes dans sa vie? Des références cliniques comme des textes ou des références bibliographiques, là, je ne suis pas sûre de comprendre des références. J'ai l'impression que c'est plutôt des références, des ressources professionnelles. Des ressources professionnelles, écoutez, là, je ne les ai pas là, mais si la personne veut écrire au projet j'accompagne covid19@gmail.com, ça me fera plaisir de vous suggérer quelques pistes de lecture. Je les ai malheureusement pas là en tête pour les dire spontanément. Oui.
J'en profite pour mentionner qu'il y a les ordres professionnels, l'ordre des psychologues, l'ordre des travailleurs sociaux. Vous pouvez faire une recherche pour trouver un professionnel avec une spécialité dans la pratique de l'accompagnement des endeuillés en général. Et il y a aussi le répertoire de ressources en suivi de deuil sur le site de la Chaire. Mais donc, effectivement, le projet J'accompagne aussi, vous faites le pont avec des ressources. Nathalie? Alors, oui, Jean-Marc? Je me demande si dans la question, il n'y a pas la question de points cliniques, de références cliniques qui permettent en fait de voir où la personne en est dans ce processus de deuil. Je me demande si c'est pas cette question qui est en arrière. Ah. Et il me semble, mais il faudrait poser la question à celle qui l'a rédigé, mais si c'était le cas, il y a en effet différentes systématisations, différents paradigmes du processus de deuil qui ont toutes raison d'être. Et Jean Bourquette en a systématisé une qu'il faut ensuite reprendre sous l'angle de l'humanisation, sous l'angle d'une philosophie de la personne, bien entendu. Et 2 exemples. Quand il dit pour la 6e étape la nécessité de pardonner, c'est intéressant. Et moi qui ai fait aussi beaucoup d'accompagnement, on voit bien que des fois, le deuil ne peut pas se faire parce qu'il n'y a pas une demande de pardon, ou parce que le pardon n'est pas donné, etc. Donc ça, c'est un élément clinique que l'on peut discerner chez une personne endeuillée, ça me semble important. Puis le 2e exemple, sans être trop long, c'est l'expression des émotions. Les personnes peuvent vivre une colère vraiment terrible, vous le savez Nathalie. Souvent d'ailleurs, dans certains milieux ecclésiaux ou religieux, on va moraliser la chose, alors que cette colère, elle est une réalité tout à fait normale dans le processus de deuil. Et c'est un élément clinique pour répondre à la question que le professionnel doit prendre en compte pour accompagner intelligemment la personne qui est endeuillée. Merci. Absolument. Je pense que c'était j'ai accroché sur référence, mais je pense que d'autres éléments qui peuvent aussi être importants, c'est tout ce qui est en lien avec les facteurs de risque qui ont été démontrés, avoir des liens avec la complication du deuil. Et que là, peut-être, ça peut valoir la peine aussi d'aller explorer les enjeux d'attachement. Quelle était la nature de la relation d'attachement entre la personne décédée puis la personne endeuillée, l'histoire des pertes. Comme Jean-Marc le disait, tout ce qui est au lien des émotions, les circonstances dans lesquelles se sont déroulés le décès, on sait que ça a tendance aussi à colorer la façon dont le deuil va se vivre. Est-ce qu'il y a présence ou non de soutien social? Est-ce qu'on peut soutenir le processus de recherche de sens ou de signification autour de la perte ou non? Ça, c'est différent, en tout cas, éléments que moi, j'aurais tendance à aller explorer au plan clinique. Merci Déborah. Puis je pense qu'il y a un point qui est vraiment important dans j'allais dire, ces référents cliniques, c'est la notion de culpabilité. C'est assez paradoxal, mais le nombre de personnes qui sont endeuillées et qui culpabilisent, qui sont paralysées dans le processus et la résolution du deuil par la culpabilité, qui est une réalité qu'il faut aborder en interdisciplinarité. Déborah est en formation de psycho, moi plus spirituel, c'est aussi une dimension sociale, mais c'est très marquant de voir le poids de la culpabilité comme facteur paralysant du processus. Et d'ailleurs, Jean-Marc, vous faites le pont avec notre toute dernière question de Jacques Voisin. Certaines victimes du COVID-19 ont pu être contaminées par un membre de leur entourage. Comment gérer l'éventuel sentiment de culpabilité si on est à l'origine de cette contamination fatale? Et là, vraiment très rapidement, en 1 minute. Mais si vous voulez que, en tout cas, c'est très drôle parce que, drôle, non, c'est pas drôle, mais j'ai rencontré une personne endeuillée qui, justement, dont le fils avait contaminé le père, dont le père est finalement décédé. Et moi, c'était ma première question. Comme dans ma tête, là, je me disais, mais comment la personne vit avec cette culpabilité? Et en fait, il n'y avait pas du tout de culpabilité vécue de la part du fils ou de la famille parce qu'il y avait eu respect des règles, parce que les gens ne le savaient pas, puis qu'il y avait. C'est arrivé comme ça, mais ça ne faisait pas partie du tableau. Fait que, je ne réponds pas directement à la question, mais qu'il peut y avoir culpabilité. Je l'ai observé aussi souvent en clinique, mais des fois, il n'y a pas toujours culpabilité. Et si culpabilité il y a, je pense qu'il faudrait l'entendre, puis laisser la place à ce que cette culpabilité puisse se déposer et éventuellement se transformer. Et Nathalie Jean Bourquette, dans son héritage, a vraiment enseigné sur l'estime de soi. Et en fait, ce qu'il y a derrière la question et à laquelle Déborah répond très bien, c'est toute la question en fait de la nécessité pour un endeuillé de se reconstruire.
et de sortir de cet emprisonnement de la culpabilité par un chemin d'humanisation, entre autres. C'est une vraie question qui est centrale. Merci à celui ou celle qui l'a posée. Merci beaucoup. Alors, le temps file, nous devons malheureusement conclure nos échanges. En guise de conclusion, je demande à nos 3 panélistes si vous aviez un conseil à donner aux endeuillés de demain. Rapidement, que serait-il? Pascal, nous commençons par vous. Ah ben écoutez, je vais bien sûr me tourner vers la littérature, hein, donc je dirais retourner dans les grands textes littéraires, mais pas seulement sur la mort, aussi sur la vie, hein, tant la littérature nous permet, je crois, à la fois de sortir de nous et d'être complètement présent à nous-mêmes à travers la lecture ou à travers la narration. Et peut-être aussi, hein, pour, je dirais, écrivez pour vous, pour faire un journal de la poésie, des histoires, faire des ateliers d'écriture, hein, bien sûr, tout le monde n'écrit pas en état de deuil, bien que je crois que ça peut être souvent souhaitable. Hein. Il n'est pas nécessaire d'être écrivain, je crois, pour bénéficier des bienfaits de l'écriture en état de deuil ou de grande souffrance. Et puis, je me permettrai pour conclure de dire que précisément à la chaire McConnell de l'Université de Montréal sur les récits du don et de la vie en contexte de soins, qui allie littérature et médecine, on fait des ateliers, pas avec des personnes endeuillées, mais ce serait certainement possible, mais avec des personnes qui ont, par exemple, eu une transplantation d'organes. Et ça permet d'incorporer au fond cette expérience, hein, et de la transmuer en fait par l'écriture, par l'élaboration littéraire, une certaine mise à distance et je crois un certain réconfort. Merci. Déborah, rapidement, votre conseil? Oui, je vais suivre un petit peu justement ce que disait Pascal. Le premier conseil que je donnerais, c'est de se raconter son histoire, trouver des oreilles pour raconter son histoire. On n'a jamais raconté assez ce qu'on a vécu. Et le deuxième, c'est d'aller revisiter les empreintes que la personne nous a laissées. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, puis en quoi le fait d'avoir eu la chance de vivre aux côtés de cette personne, d'avoir côtoyé cette personne, en quoi ça change la personne que je suis aujourd'hui et comment est-ce que je peux continuer à valoriser les empreintes qu'elle a laissées en moi. Merci. Et on termine avec vous, Jean-Marc. Rapidement, votre conseil aux personnes endeuillées? Après, on ne parle plus aux personnes qui sont là, c'est le dernier mot? Oui. Alors, si c'est le dernier mot, moi, je veux vraiment souhaiter des très belles fêtes de fin d'année à chacune, chacun, parce que c'est vraiment un moment important, un moment de se retrouver. Donc, je pense que je voudrais dire ça. Ceci dit, par rapport à la question des personnes qui sont en deuil ou qui malheureusement vont le devenir, je crois que Emmanuel Levinas nous apprend quelque chose d'extraordinaire, c'est l'altérité. Le deuil, c'est une coupure d'une relation à l'autre et l'altérité, c'est s'autoriser à retrouver un lien. Et je crois que c'est guérissant de prendre ce chemin. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, Pascal, Déborah, Jean-Marc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui et j'invite maintenant Amira à venir faire le mot de la fin. Merci beaucoup, Nathalie. Et d'ailleurs, je vais prendre un peu de temps pour vous remercier tous les 4 d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à la conférence. Ce fut vraiment un grand plaisir de collaborer avec vous. Je m'adresse aussi aux membres du public que je remercie également d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié la conférence. On vous partage à l'instant dans la section clavardage un lien vers un court sondage. Je vous invite vraiment à prendre 1 minute pour y répondre car votre opinion est très importante et nous permet de vous offrir du contenu qui vous intéresse. Si vous avez apprécié l'événement d'aujourd'hui, vous ne voudrez pas manquer notre prochaine activité, la ciné-conférence, le handicap moteur qui aura lieu le 7 décembre prochain dès 18h. Vous trouverez tous les détails de notre programmation sur le site web du réseau au www.réseau.umontréal.ca, un lien que l'on vous partage à l'instant dans le fil de discussion. Merci à notre partenaire d'affinité TD Assurance qui nous aide à soutenir les activités du réseau. J'aimerais aussi remercier ma collègue Karine Plouffe qui s'est occupée du fil de discussion, ainsi qu'à Bruno Cyr et à toute l'équipe technique du JPCE qui a été d'une aide précieuse au bon déroulement de la conférence virtuelle d'aujourd'hui. En terminant, merci à la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal, ainsi qu'à la chaire Jean Bourquette sur le soutien social des personnes endeuillées pour leur soutien à l'événement. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre participation et au plaisir de vous retrouver très bientôt.